Bonjour, bonsoir, et bienvenue à cette formation sur le BPF. Il est 10 heures à New York, Toronto, Montréal et il est 14 heures temps universel. Donc, nous allons commencer notre webinaire en direct sur les bonnes pratiques de fabrication et nous allons voir ces 12 principes essentiels. Donc, attachez votre truc, comme on le dit en québécois, et puis nous allons partir. Je sais que je suis en live direct sur YouTube, sur Facebook et aussi sur TikTok. Donc, les canaux sont ouverts. Vous pouvez nous joindre à sur toutes ces plateformes et ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Euh, donc, d'emblée, nous allons activer la formation. Voilà. Donc, comme vous le savez, toujours, on part avec cet avertissement qui nous dit que les activités de formation de Mivado Group Performance sont de qualité exceptionnelle. C'est ce qu'on nous dit à travers les commentaires. Donc, cette activité est produite par Bivado Global Performance elle-même et Cosimolé et que le contenu est entièrement copyrighté. Donc, nous avons le droit d'auteur sur cette formation et les vidéos qui vont en découler. Et nous sommes entièrement responsables donc, du contenu de la formation. Et pour ça, nous vous demandons si vous enregistrez, veuillez l'enregistrer pour vos propres usages ou alors ne pas les vendre sur les plateformes que nous connaissons habituellement. Cela étant dit, nous allons passer à l'activité essentielle, donc le contenu de cette formation. Comme vous le voyez, c'est un cheminement des BPF, mais on ne va pas rentrer dans ce détail parce que c'est un ensemble des éléments qui vont regrouper les locaux, les équipements, le personnel, l'hygiène, les matières premières, la fabrication, l'échantillonnage, le contrôle de qualité, la stabilité et puis la documentation, les systèmes de qualité de façon générale et aussi l'amélioration continue. OK? Donc, ce sont essentiellement les 12 éléments clés que nous devons connaître nécessairement pour cette formation. Euh, Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est juste les principes. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça sera trop long. Nous avons des formations assez spécifiques sur le contenu détaillé donc, des BPF. Mais aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu le contexte général, pour voir l'approche de façon générale au niveau des principes de, de la validation, des bonnes pratiques de fabrication, justement. Donc, euh, désolé. Nous allons voir euh, au menu ce que nous avons préparé pour vous. Donc, mon truc là va trop vite. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Donc, voilà, dans un premier temps, nous allons faire l'introduction. Donc, euh, et présenter le contexte, les objectifs, donc des bonnes pratiques de fabrication aussi de nos formations. Ensuite, ah oui, je crois qu'il y a un problème avec mon curseur ici. Ça va trop vite. OK, je vais devoir aller à la main parce que si je vais avec mon pointeur, ça va trop vite. OK. Ensuite, il va y avoir les fondamentaux donc, des BPF. Nous allons voir les systèmes en tant que tel, qualité personnelle, les infrastructures et les équipements adaptés au contexte. Ensuite, on va voir la gestion des opérations donc, de production avec les particularités régionales, puisque nous parlons des BPF donc, de l'Afrique et aussi de l'UEMOA et aussi de l'OMS, parce qu'il y a plusieurs BPF. Donc, chaque
institution va avoir ses BPF. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a des activités, des initiatives de regroupement et d'harmonisation, mais aujourd'hui, l'UEMOA a ses BPF, l'OMS a ses BPF, l'Union européenne a ses BPF, les États de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'Union européenne, les États non Union européenne ont aussi leur BPF. La Grande-Bretagne a ses BPF, le Canada a ses BPF, les États-Unis ont leur BPF, les pays de l'Amérique latine ont leur BPF. Donc, vous voyez que sur tous les continents, l'Australie, etc., tout le monde a des BPF. Donc, ce sont des lois qui régissent la fabrication pharmaceutique. Ça, ce n'est plus un secret pour personne. Et ce sont les réglementations de base. OK? Sans les BPF, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire une fabrication pharmaceutique. Même produire les ingrédients pharmaceutiques actifs requiert les BPF. Donc, on doit appliquer les BPF des ingrédients pharmaceutiques actifs pour la production de ces matières-là. C'est très important de le... Pourquoi ça? J'ai un sérieux problème avec ça. Ah, ok, ça retourne en arrière, j'ai rien compris. Ok, donc c'est ça au niveau des BPF, ce que nous allons voir aujourd'hui. Désolé pour mes slides, j'ai changé d'ordinateur, alors je crois qu'il y a des bugs qui se passent au niveau de mes diapos. Ok, au niveau des objectifs, on va voir. On va essayer de maîtriser les fondements réglementaires des bonnes pratiques de fabrication selon les normes OMS et les exigences spécifiques de l'UEBOA, comme je viens de le dire. Et aussi, après, ça fait partie des objectifs, découvrir les principes clés des BPF selon les normes de l'OMS et les exigences spécifiques de l'UEBOA. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous concerne, c'est ce pourquoi j'ai mis les figures ou les photos, les images donc des guides de l'OMS sur les bonnes pratiques de fabrication et aussi les bonnes pratiques de fabrication en ce qui concerne l'UMOA. Tout ça, c'est disponible sur le web. Vous googlez, vous tapez dans la barre de recherche BPF OMS ou alors BPF UEMOA, vous allez les voir et puis vous allez les lire à selon votre disponibilité, parcourir les éléments. C'est sûr que ça prend toujours une participation d'une personne qualifiée ou bien formée pour pouvoir faire ce genre pour pouvoir aider à la compréhension donc des éléments, mais ce qui permettra de mieux cerner les rouages et puis toutes les subtilités donc des principes énoncés dans ces guides-là. C'est très important de se l'approprier puisque c'est ça qui va faire qu'on va mettre en place toute la conformité et rencontrer les exigences de l'autorité de l'autorisation de mise à marché, comme on le dit dans le milieu. Ensuite, principe 1. Donc, on va voir que vous avez compris que nous allons dérouler les 12 principes hein, selon le titre de ce direct. Donc, on va euh, parcourir un à un de façon sommaire les 12 principes, en commençant par le principe numéro 1 qui est le système de qualité. Il n'y a pas une production pharmaceutique sans système de qualité. Ça, c'est un élément essentiel. Même dans les BPF, les tout premiers éléments qu'on va énoncer dans les documents des BPF, c'est euh, le système de gestion de la qualité. Okay? C'est très important. Le système qualité pharmaceutique est un ensemble cohérent donc, de dispositions organisées visant à garantir que les médicaments sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. Vous voyez? Donc, le système qualité va intégrer les bonnes pratiques de fabrication et la gestion des risques.
je mets l'accent sur ces deux éléments-là. Les bonnes pratiques de fabrication et la gestion des risques font partie intégrante donc du système qualité dont on parle. Vous voyez, selon les référentiels, c'est quoi? Selon les bonnes pratiques de fabrication que j'avais citées auparavant pour tous les pays, c'est la même chose. Par exemple, l'UEMOA et l'OMS, le système de qualité doit assurer donc la réalisation de produits pharmaceutiques de qualité. C'est en d'autres termes, on met le système qualité en place pour garantir la qualité du produit, pour garantir la conformité du produit, pour garantir la conformité des processus de fabrication qui sont mis en place. Ensuite, les BPF font en sorte que, une fois intégrés dans le système qualité, vont établir et maintenir un état de contrôle sur l'ensemble des opérations. OK? Et le système qualité va faciliter l'amélioration continue, va servir de lien entre les exigences réglementaires et les systèmes internes de l'entreprise. Vous voyez, c'est c'est très précis et c'est à ça que ça sert le système de gestion de qualité. Donc, euh, il est essentiel donc de s'assurer que le système de gestion de qualité, c'est c'est un ensemble. C'est pas juste un ou deux éléments. Non, 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 non. Ça prend tout un ensemble de systèmes de documentation et de processus pour mettre en place un système de gestion de qualité. Donc, les éléments constitutifs euh, de ce système-là, nous allons voir que une fois mis en place, on sera capable de définir notre système, on sera capable de mettre en place une structure adéquate pour nos systèmes de gestion de la qualité. En d'autres termes, le système de gestion de la qualité, bon, ici sur l'écran, vous voyez QMS, c'est en anglais, le sigle en anglais. Donc, Quality Management System, c'est le système de gestion de la qualité en français. Donc, euh, notre système, c'est un ensemble de documentation, en fait, et de processus, donc, qui va nous permettre de définir ce que nous entendons par le système qualité dans notre organisation. On va mettre en place une structure au niveau de la documentation. On va mettre en place des documents, des SOP, etc. On va avoir des responsables en place qui vont gérer ce système-là et ces personnes seront attribuées ou dédiées à des responsabilités bien précises. Et le clou de tout ça, c'est d'appliquer les pratiques, nos principes, OK? Et de s'assurer qu'on ait une continuité au niveau de notre système de qualité à travers les auto-inspections et les audits qualité. Vous voyez, c'est comme ça que ça se met en place. Maintenant, c'est quoi les éléments de tout ça? Qu'est-ce que ça rend? Ça va renfermer le système de gestion de la qualité, OK? Comme on l'a dit tantôt, c'est la documentation, essentiellement le manuel qualité, euh, le, le site master file. Bon, ça, je vais traduire en français. C'est le document maître du site. Il va le dire comme ça. Il va y avoir des procédures opératoires standardisées, les PON ou alors les SOP. Il va y avoir les dossiers de l'eau. Il va y avoir des contrats de qualité s'il y en a. OK. Il va y avoir aussi les membres de la direction ou les membres, le personnel qui va s'occuper donc de tout ça. Et on va demander ou exiger un engagement formel donc de la direction dans une politique qualité claire. Donc, ça peut être des allocations adéquates des mesures, des ressources humaines et du matériel. Ça peut être aussi des révisions périodiques du système. Ça peut être aussi des revues de direction. On peut promouvoir une culture qualité dans toute l'organisation. Ça fait partie donc de la structure et aussi avoir une définition claire des responsabilités, des délégations d'autorité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que s'il y a un personnel A qui a une responsabilité et que la personne est absente, on est capable d'avoir
un délégué, donc une personne déléguée qui connaît comment faire la tâche ou comment faire l'activité pour pouvoir remplacer. Donc, dans le système qualité, on ne remplace pas les gens comme on veut. Okay? Donc, puisque tout est basé sur la connaissance, la compétence et la formation adéquate. Donc, si vous voulez remplacer quelqu'un sur une tâche bien précise, il faut s'assurer que la personne ait reçu toutes les formations nécessaires, que la personne est qualifiée à faire le travail, que la personne peut faire le travail aussi. Donc, c'est aussi un ensemble de documentation qu'on met en place au niveau du système qualité. En grosso modo, tout le système qualité va être géré par quel département vous comprenez, quel département je veux dire. Donc, c'est le département de qualité ou alors le département de l'assurance qualité. Donc, ici, l'assurance qualité, ce n'est pas l'assurance pour nos automobiles ou nos maisons, non. L'assurance qualité, c'est un terme général qui est attribué à tout le processus, activité, documents qui gèrent le système qualité dans une entreprise pharmaceutique. Vous voyez, donc c'est ça, ça peu importe où on se trouve, peu importe dans quelle entreprise on va se trouver, chaque entreprise va définir sa qualité de façon telle à rencontrer les bonnes pratiques de fabrication, puisque les lois sont là pour être respectées. Donc, des fois, on va entendre parler du département d'assurance qualité et de contrôle qualité. Des fois, on va avoir un seul département de qualité qui va regrouper l'assurance qualité et le contrôle qualité. Donc, ça dépend donc des entreprises. Ensuite, oh, ça, ça OK. Ensuite, il y a ce que nous appelons euh, les processus qualité. Mon truc là est très sensible. Je dois faire attention. Parce que sensibilité que je n'arrive pas à contrôler ici. Donc, je disais que le système qualité, c'est un tout. Comme on le voit ici, c'est une représentation assez simple donc de l'ensemble du système de qualité. Bon, c'est sûr que on va avoir à l'intérieur de notre système de qualité les processus qui sont là, c'est-à-dire la déviation, les CAPA, le contrôle de changement, l'examen annuel de la qualité, les plaintes, les systèmes de rappel, les audits internes, etc. Et la gestion du risque qui est importante. Et à travers ça, s'ajoutent d'autres éléments qui sont les politiques ou les manuels qualité que j'avais dit et que aussi les documents maîtres du site, etc. Il y en a plein. Donc, on ne peut pas les énumérer ici, mais grosso modo, sachez que le système qualité va renfermer donc tout ce que nous avons décrit tantôt. Donc, c'est un système assez, pas complexe, mais c'est quand même étoffé. Donc, c'est pour ça que dans euh, dans la plupart des bonnes pratiques de fabrication, on va mettre en place des mesures de surveillance et de performance pour s'assurer que le système performe bien. On va adapter tout ça au contexte africain, bien sûr, dans les BPF de l'UMOA et que vous allez voir que dans les BPF de l'UMOA, contrairement à d'autres BPF, euh, l'UMOA et puis l'Union européenne surtout, ce sont les pharmaciens qui sont généralement responsables de la libération des lots des produits. Okay? Des fois, ils sont aussi responsables de la qualité, du système qualité ou de l'assurance qualité. Mais dans le système nord-américain, etc., on n'a pas besoin de pharmaciens pour assurer, pour libérer les lots ou alors pour assurer la responsabilité du système qualité. N'importe qui a la formation, qui est compétent, etc., peut le faire. Donc, ce n'est pas une exigence comme en France ou en Afrique, dans les BPF de l'Union, de l'UMOA, on exige que ce soit un pharmacien qui fait la libération de l'eau. Je crois que ça, c'est une différence fondamentale entre les BPF de l'UMOA ou de l'Union européenne
et les BPF nord-américains. Donc, c'est à souligner. Moi, j'ai été plusieurs années directeur qualité ici au Canada, donc j'ai libéré beaucoup de l'eau et je ne suis pas pharmacien, vous voyez. Donc, c'est pas, c'est une autre juridiction. Donc, chaque juridiction avec ses règles, bien sûr, et on va les respecter en tant que tel. Donc, on sera fait le tour avec le système qualité. Comme je l'ai dit, on voit juste les grands principes, les grands développements. On ne va pas rentrer dans les détails. Euh, Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou alors nous poser à travers nos sites web, nos plateformes, et ça nous fera plaisir d'y répondre. Deuxième principe, le personnel et l'organisation. C'est très important. On ne peut pas avoir une industrie pharmaceutique sans le personnel. Et les personnels font partie aussi du système de gestion de la qualité, obligatoirement. Et c'est comme ça que ça va se faire, étant donné que le personnel, c'est à la base même de la structure organisationnelle. Donc, c'est important d'avoir comme fondamentaux euh, les, les principes qui sont liés donc au personnel et à l'organisation. Donc, personnel et organisation est un fondamental dans les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique. La raison, c'est parce que la qualité des médicaments dépend directement des compétences, de la formation et de l'engagement du personnel qui sont aux activités. Donc, c'est pour ça que le personnel et puis l'organisation est un des principes fondamentaux donc des bonnes pratiques de fabrication. Euh, Ici, bon, c'est sûr que euh, au niveau du personnel, nous allons voir la structure organisationnelle clé, c'est-à-dire que ça prend un organigramme euh, assez assez élaboré. Bon, souvent, ce sont les responsables d'entreprise qui vont mettre en place la structure organisationnelle donc de l'entreprise. C'est vrai que les personnels, enfin, les employés peuvent contribuer, ça dépend de la vision et de la politique d'entreprise. Cela varie d'une entreprise à l'autre, donc il n'y a pas une structure organisationnelle type que je vais vous proposer ici. Par exemple, si vous êtes deux, trois dans l'entreprise, la façon dont vous allez organiser votre entreprise, votre structure sera différente d'une multinationale, etc., etc. Ça, ce n'est pas un secret, donc on le sait. Donc, on va adapter la structure organisationnelle par rapport à la taille de l'entreprise. OK, donc il faut définir ça de façon à avoir les lignes hiérarchiques avec, non, sans ambiguïté. Donc, il doit y avoir une indépendance entre les fonctions de la qualité et les fonctions de la production. Ça, cette distinction dans tous les BPF, on met l'accent là-dessus. C'est-à-dire les personnes qui occupent les fonctions de qualité ne peuvent pas être la même personne qui fait la production. Pourquoi? C'est parce qu'on veut éviter les, les conflits d'intérêts. Donc, tu ne peux pas s'auto-approuver. On ne peut pas s'auto-approuver en pharmaceutique. Ça n'existe pas. Il faut que quelqu'un d'autre approuve ce que tu fais et vice-versa. Donc, c'est pour ça que ça prend des, des employés qui occupent différentes fonctions de façon... Il n'y a pas de cumul de fonctions non plus. Tu ne peux pas cumuler le poste de directeur qualité avec le directeur de production. Ça n'existe pas en pharmaceutique. On vous retirera votre licence rapidement. Donc, ce sont des éléments qu'il faut surveiller, etc., etc. C'est pour ça que c'est un principe assez, assez important. Ensuite, on va voir que ça prend la qualification et la formation continue. C'est vrai, en BPF, c'est tout le temps euh, l'exigence qui est mise sur la table, donc qui est mise sur la table. Donc, il faut être qualifié, il faut être bien formé, etc., etc. On ne le dira jamais assez.
parce que les médicaments, il faut que ça soit de bonne qualité, rapport d'autorité de mise en marché, parce que ça dépend, c'est une question de vie ou de mort. Donc, les personnels bien formés, évidemment, c'est pour ça que Mivado fait ce genre d'initiative en proposant des webinaires pour conscientiser aussi les jeunes du continent africain à pouvoir se former, se développer et à mettre en place des unités de production au niveau des ingrédients pharmaceutiques actifs ou alors au niveau des produits pharmaceutiques, que ce soit d'origine végétale ou alors tout ce que nous connaissons comme les médicaments génériques, etc., etc. On est capable, on peut le faire. Donc, euh, cela dépend de nous-mêmes. Après, on va voir que la responsabilité du pharmacien responsable, c'est ce que je disais tantôt dans le BPF de l'Union européenne ou alors euh, de l'UMOA. Le pharmacien responsable a un rôle important à jouer. C'est lui qui supervise euh, la libération des lots. Okay? Donc, il est légalement responsable de la conformité au BPF et aux autorisations de mise en marché. Vous voyez, ça, c'est la particularité au niveau des BPF, donc de l'UMOA et du continent africain, je crois, dans l'ensemble. Donc, c'est à souligner, ce qui n'est pas le cas au niveau des Nord-Américains. Donc, c'est bon à savoir. Ensuite, on a l'hygiène du personnel et santé des employés. C'est très important de mettre ça dans le système qualité. C'est pour ça que c'est un des principaux euh, éléments donc, des bonnes pratiques de fabrication, l'hygiène et la santé des employés. Vous allez voir dans nos webinaires qui se sont déjà déroulés les dernières semaines, on a parlé de la formation des employés au niveau de l'hygiène, mais aussi on a parlé lorsque on traitait donc de la production stérile ou biologique, même production à travers les plantes, on a vu que l'hygiène du personnel revenait souvent, même au niveau des bâtiments. Il faut bien nettoyer les bâtiments, les ustensiles, l'équipement, etc., etc. Donc, c'est pour éviter la contamination croisée. N'oubliez pas que l'humain est le premier contaminants, donc au niveau pharmaceutique. Donc, la plupart des contaminations proviennent de l'humain lui-même. OK? Donc, ça, c'est connu dans l'industrie et que nous devons faire attention donc, à l'hygiène du personnel. Évidemment, ça prend d'autres éléments, OK, etc. Mais comme ici, c'est juste euh, euh, un webinaire donc, qui traite de façon sommaire les principes. On va parler dans les détails non plus pour le personnel et l'organisation. Donc, mais il faut savoir qu'au niveau de l'UMOA, donc, il y a une reconnaissance mutuelle au niveau des pharmaciens donc, de cette zone-là, je voulais le dire. Cette reconnaissance fait que bon, l'ensemble des pharmaciens de la zone UMOA c'est-à-dire leurs compétences sont reconnues sur le plan sous-régional. Donc, un pharmacien responsable au Togo peut agir euh, au nom de tous ces États-là. Donc, une fois que le médicament est approuvé, par exemple, avec l'instance, le WAO de la CDAO, c'est vrai que ça peut être appliqué au niveau de tous les États donc, de cette zone-là. Donc, c'est comme ça que la reconnaissance mutuelle des pharmaciens responsables de ces États va fonctionner. Il y a aussi les exigences d'inscription à l'ordre des pharmaciens du pays d'exercice. C'est une particularité aussi. Donc, et puis après, ça prend de la documentation, des suppléances et des intérims, comme je l'avais dit. On ne peut pas changer de poste, j'avais dit, on ne peut pas remplacer quelqu'un si on n'est pas formé et qualifié pour faire exactement ce que la personne fait auparavant. Et puis, bon, les autres affaires, etc., etc., c'est-à-dire le système de formation, la qualification, la compétence, et la documentation, etc., font partie donc de cet ensemble-là qui, n'oublions pas, font partie du premier principe qui est
le système de gestion de la qualité. Vous voyez? Donc, tout est lié et on met tout ensemble de façon à rencontrer les exigences des BPF. Un autre aspect que je voulais traiter ici comme principe, ce sont les locaux et les équipements. Très, très, très important. Enfin, les 12, pourquoi on dit que ce sont les 12 principes essentiels? C'est parce que ce sont des éléments très importants qu'on doit observer lorsqu'on met en place les bonnes pratiques de fabrication. Ça, nul doute que si on met tout ça en place, vous allez rencontrer les BPF. Donc, le principe locaux et équipements est un élément aussi fondamental des bonnes pratiques de fabrication qui va garantir que l'environnement de production et les équipements utilisés sont conçus, construits et entretenus de manière à minimiser les risques de contamination, de confusion et d'erreur. Vous voyez, donc ce sont les éléments essentiels, les considérations essentielles donc des locaux et équipements parce que on l'a vu déjà dans d'autres formations, même au niveau de l'introduction aux bonnes pratiques de fabrication. Ces éléments-là ont été abordés, donc vous savez déjà euh, le contenu à peu près des, des locaux et des équipements. N'empêche que on va devoir mettre l'accent sur la conception adaptée et au contexte africain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre en compte que nous sommes dans une zone quand même chaud-humide. Donc, chaud, humide, cela veut dire qu'il faut que nos équipements et puis nos locaux soient adaptés à ces conditions-là. Donc, la conception architecturale va tenir compte donc, des températures élevées et de l'humidité. Donc, peut-être que ça prend un système de climatisation assez robuste avec redondance pour les zones critiques. Euh, aussi, les matériaux de construction doivent être résistants aux conditions climatiques locales. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser lorsque on va faire ce genre de construction. Ensuite, on va voir que lorsque les bâtiments sont mis en place, il faut arriver à faire la ségrégation. Dans le live du jeudi dernier, on a vu au niveau des zones à air contrôlé, la façon dont les zones sont classifiées, donc sectionnées, et puis le flux du personnel, des matériels et puis des déchets et tout ça là. Donc, cela dit que c'est un élément important, essentiel aussi pour éviter toujours la contamination croisée entre le personnel et le matériau, entre le personnel et les déchets et vice-versa, entre les matériaux et les déchets. Donc, c'est toute une technique de construction des bâtiments et de la mise en place des équipements et de la gestion du personnel, du flux du personnel et du flux des matériaux qui vont être mises en branle ici pour assurer que les locaux et les équipements sont adéquats pour la production pharmaceutique. Ça prend aussi de la prévention des contaminations croisées. Donc, ça prend des procédures en place, ça prend des manières, des activités, la formation du personnel, la conscientisation, etc., etc., pour s'assurer que il n'y a pas de contamination croisée au niveau des produits. Et souvent, c'est l'humain qui est la première cause des contaminations croisées, je le disais. De toute façon, c'est l'humain qui va faire la production, donc c'est l'humain qui sera le premier responsable à contaminer tel ou tel produit si cela arrivait. Ce n'est jamais tombé du ciel, ces affaires-là. Euh, Après, nous allons gérer les éléments critiques, les utilités critiques. Bon, utilités critiques, ça peut être des services, l'eau, air, électricité, très important au niveau de la fabrication pharmaceutique. S'il n'y a pas d'eau, c'est sûr qu'on ne peut pas nettoyer les équipements. S'il n'y a pas de lait, évidemment, il faut que les gens soient en bonne forme dans les locaux de fabrication. Et des fois, il y a des produits qui sont sensibles à l'air. L'air qui est dans les locaux ne doit pas être une source de contamination des produits. C'est pour ça que dans la fabrication des stériles ou des produits biologiques, l'air est filtré.
pas les filtres pas, on l'a vu dans le live du jeudi dernier, la fabrication des stériles. Donc, vous pouvez aller retourner, écouter ce qu'on a dit en détail. Donc, l'électricité, évidemment, la plupart des machines, même le système de ventilation va fonctionner à l'électricité. Bon, pour garantir un environnement propice aux produits, il faut que ça prenne de l'électricité et on n'a pas besoin de délestage ici. Donc, sinon, on perd toute la batch et ce sont des pertes euh, pour l'entreprise. Après, il faut maintenir nos locaux et les équipements. Donc, ça prend un département ou un système de maintenance, OK, et d'étalonnage, donc des équipements. C'est très important d'avoir ce genre de service en place parce que si votre maintenance ou alors la calibration ou l'étalonnage de vos équipements dépend des gens de l'extérieur, vous allez avoir du mal à assurer la continuité de production de vos unités de production. Ça, c'est clair et net parce que vous ne pouvez pas attendre des mois un technicien qui viendra faire la réparation avant de commencer par produire. Ça, c'est pas normal. C'est pas, non, en tout cas, pour moi, je trouve ça trop long. Donc, il faut que les, les, les compétences soient sur place. Il faut que les gens sur place soient capables de faire ce genre de réparation, de maintenance et d'étalonnage pour aller vite, parce que le marché n'attend pas, les capitaux doivent circuler, etc., etc. Donc, vous avez peut-être des dettes à rembourser. Donc, et le remboursement des dettes dépend de la production ou la capacité de production de l'usine. Alors, l'usine ne peut pas être à l'arrêt pendant X temps. Pour moi, ça ne marche pas. Donc, il faut être capable de se virer de bord rapidement et puis faire la maintenance et la météorologie aussi rapidement que possible. Donc, ce sont des éléments qui font partie donc des bonnes pratiques de fabrication et que nous connaissons déjà. Donc, ici, il faut aussi signaler que je vais peut-être revenir là-dessus plus tard, mais tout ce qu'on met en place ici comme locaux équipements, comme ce sont des BPF et qu'on fait de la production pharmaceutique, il y a ce qu'on appelle la qualification et la validation. Je vais revenir là-dessus plus tard puisque c'est aussi un des principes donc, des bonnes pratiques de fabrication. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, les locaux bien conçus et des équipements correctement qualifiés et entretenus constituent donc la base matérielle indispensable à la production de médicaments de qualité en Afrique. L'adaptation aux contraintes locales, tout en maintenant les standards internationaux, est la clé du succès pour l'industrie pharmaceutique africaine. Vous voyez, donc c'est comme ça que nous allons mettre en place les bonnes pratiques de fabrication en ce qui concerne les locaux et les équipements. L'élément 4 ici, comme je le disais, la qualification et la validation. La qualification et la validation. Ici, ce sont des notions euh, la qualification et la validation qui constituent donc un pilier fondamental des bonnes pratiques de fabrication. Ça, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est tout un métier, la qualification et la validation. OK? Ce principe va garantir que les procédés, systèmes, équipements sont capables de fournir des résultats constants et conformes aux spécifications établies. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que à travers les activités de qualification et de validation, on va être capable de garantir une certaine constance et une reproductibilité de tous nos systèmes de fabrication par rapport à l'autorité de mise en marché et aux spécifications qui sont établies. Donc, c'est toute une activité en soi qui est aussi vaste et que les BPF elles-mêmes. Donc, c'est très important. Donc, qu'est-ce que cela comprend exactement? Donc, vous voyez que on doit être capable de définir une approche
qui soit basé sur le risque, parce qu'on ne peut pas tout qualifier et tout valider non plus. Ça, c'est mon premier ici. Et voilà, donc ça, c'est mon premier ici. Donc, ensuite, on fait la validation des procédés de fabrication. On doit faire la validation des équipements et puis avoir un plan directeur de validation adapté aux ressources disponibles. Donc, c'est important de suivre ce schéma-là qui est quand même assez complet. Donc, si on veut faire une validation et qualification donc, de notre unité de production. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut faire, que ce soit au niveau de la fabrication des ingrédients pharmaceutiques actifs ou alors des produits pharmaceutiques en tant que tels, ça va être les mêmes approches. On doit être capable d'avoir un plan directeur en place. Ce plan directeur doit être basé sur les risques. On doit être capable de qualifier nos équipements et puis faire la validation de procédés. Donc, en fait, communément, dans l'industrie, on va utiliser l'approche en V. Donc, vous voyez que ce diagramme-ci, euh, en anglais, bien sûr, mais c'est juste pour montrer une approche de validation, de qualification et de validation. Donc, c'est une approche en V qui va être utilisée, qui était utilisée souvent. Donc, on parle de besoins des utilisateurs au niveau de la conception du design. Donc, on a le détail du design, on met en place le système ou l'équipement, on fait la qualification de l'installation, ensuite la qualification de l'opération et puis la qualification de la performance. Donc, en d'autres termes, c'est ça une qualification de A à Z, donc que ce soit au niveau des bâtiments ou des locaux ou alors des équipements, ça va être les mêmes approches, mais le contenu des documents, bien sûr, va varier selon les éléments qu'on a à qualifier. Alors, c'est très important de le souligner ici parce que la plupart ignorent en se lançant dans des fabrications pharmaceutiques que la tâche va être, c'est pas difficile, mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est ça. Donc, beaucoup d'éléments à mettre en place, beaucoup de systèmes, beaucoup de documents aussi, de documentation à mettre en place pour pouvoir garantir que ce que nous fabriquons est de bonne qualité, que ça rencontre les exigences d'autorisation de mise en marché. Donc, voilà en bref ce que je voulais dire sur le principe 4, donc qualification et validation. Ce qui va nous amener au principe 5, matières premières et articles de conditionnement. Donc, vous avez compris le principe. Normalement, on peut arrêter le live ici et vous pouvez continuer vous-même. Donc, euh, c'est aussi, donc tous ces éléments-là sont des éléments très importants pour les bonnes pratiques de fabrication, pour la production pharmaceutique. Donc, vous voyez que la gestion des matières premières et des articles de conditionnement est un élément critique. Euh, donc, ce principe va garantir que tous les composants entrant dans la fabrication des médicaments sont de qualité appropriée et contribuent à la sécurité et à l'efficacité du produit. Vous voyez? Donc, c'est pas pour rien que on disait que ce sont des principes fondamentaux, donc des bonnes pratiques de fabrication. C'est à noter aussi. Donc, lorsqu'on gère bien ces matières premières, ces articles de conditionnement, on se rend compte que ce sont euh, finalement la production ou la qualité du produit à la sortie qui va en bénéficier, étant donné que tout le système est lié. Donc, dans cette section, on va être capable de bien sélectionner nos fournisseurs. C'est important. Les fournisseurs, ce sont les distributeurs ou ceux qui nous vendent les matières premières ou les matériels imprimés, c'est les matériels d'emballage ou de conditionnement. Tout ce monde-là sont audités, inspectés, qualifiés pour pouvoir fournir leurs produits donc à l'industrie pharmaceutique. Et tout ça sont régis par des procédures. Les procédures
qui sont elles-mêmes sous l'autorité de qui? Du système qualité. Vous voyez, tout est lié. Donc, il n'y a rien qui se passe dans une industrie pharmaceutique sans l'assurance qualité ou sans la qualité. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'assurance qualité, c'est le parapluie qui chapeaute donc toute l'unité pharmaceutique. Ça peut être l'assurance qualité, ça peut être la qualité. Donc, peu importe le nom qu'on donne, mais c'est la qualité qui va chapeauter, puisque la qualité est partout, que ce soit au niveau des bâtiments, du personnel, etc. Au niveau des 12 principes, la qualité est là de toute façon. Donc, on ne peut pas y échapper. Y échapper, c'est courir à sa perte, puisque le produit ne sera pas validé, le produit ne sera pas conforme, le produit ne va pas rencontrer ses spécifications, etc., etc., etc. Même si sur papier c'est bon, s'il n'y a pas le visa de, du pharmacien responsable ou alors du responsable de la qualité, euh, tout le travail qu'on a fait ne servira que dalle. Donc, il faut que tout cela passe par la qualité pour que ça soit reconnu finalement comme étant conforme à la réglementation. Donc, ça prend des fournisseurs qui sont qualifiés. Ça va nous prendre aussi un approvisionnement assez conséquent. Donc, comme c'est le contexte africain, donc s'assurer que vous avez toute la traçabilité au niveau de la documentation, au niveau du produit. C'est que des fois, ça peut être difficile étant donné que sur le contexte africain, enfin, en Afrique, c'est beaucoup encore de l'informel. Donc, c'est un peu, il faut naviguer à travers ça et voir par quels moyens on peut assurer une traçabilité au niveau des fournisseurs, au niveau de l'approvisionnement. C'est très important pour la qualité du produit en bout de ligne parce qu'on va faire valider nos produits et avoir la licence d'autorisation de mise en marché. On va vous demander des documents, des preuves et que vous devez être capable de les fournir. Donc, c'est très important d'assurer cette traçabilité-là. Et aussi, avoir des entrepôts qui sont dédiés, qui sont aussi conformes aux spécifications du produit pour pouvoir entreposer les matières premières selon les conditions climatiques auxquelles on fait face, etc., etc. Donc, s'il faut, ça prend un entrepôt réfrigéré, donc vous devez être capable de assurer la température et l'humidité d'entreposage de vos produits selon le contexte de, des conditions très, très dures, c'est-à-dire chaleur intense, humidité, donc de certaines parties de l'Afrique. Donc ça, c'est important de faire ce genre de suivi et de s'assurer que nos produits ne souffrent pas donc, des conditions non spécifiées donc, de leur entreposage. Ah, après ça, qu'est-ce que je peux ajouter ici au niveau des matières premières? Je dirais qu'une gestion rigoureuse donc des matières premières et des articles de conditionnement constitue une première étape essentielle pour garantir la qualité des médicaments produits, l'adaptation aux contraintes spécifiques du continent africain, tout en maintenant les standards internationaux de qualité vont représenter un défi, mais bon, l'industrie pharmaceutique en Afrique doit se relever de toute façon pour assurer son développement durable et son autonomie. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Donc, voilà à peu près les matières premières et articles de conditionnement. Au niveau du principe 6, production et contrôle en cours de fabrication, c'est sûr que lorsque on fait une fabrication, on fait des contrôles selon une fréquence bien déterminée. Tout ça, c'est décrit dans le document maître de production. Le document maître de production, c'est ce document qui dit comment on fait la fabrication, quelles sont les conditions et quelles sont les activités que nous devons avoir à travers cette production-là. Donc, tout ça est décrit dans un document qu'on appelle document maître de production. Donc, c'est très important d'avoir ça pour assurer donc, ce contrôle-là
en cours de fabrication. Alors, ici, bon, c'est un schéma qui décrit un peu un procédé sans toutefois, ça c'est bon pour les ingénieurs et puis pour les spécialistes en validation qui ont besoin d'avoir des documents pareils pour assurer la qualification et la validation donc, des équipements et des produits. OK? Donc, le principe même ici, c'est d'avoir une organisation de l'environnement de production. OK? C'est très important pour prévenir les erreurs et les contaminations. Donc, sans cette organisation, ça va être difficile de le faire, c'est sûr. Donc, tous les éléments cités, tous les principes qui ont été cités avant ce principe 6 vont dire, vont spécifier, vont rentrer, OK, vont soutenir plutôt la production et le contrôle en cours de production. C'est ça que ça veut dire. Donc, tous les principes sont liés, hein. On ne peut pas détacher un principe de l'autre. Ça ne se peut pas. Lorsqu'on embrasse la fabrication pharmaceutique, on embrasse d'office tous les 12 principes, ok? Parce que ce sont des éléments qui sont très liés l'un dans l'autre. Moi, je le décris ici de façon séparée, mais en réalité, tous ces principes-là sont liés les uns aux autres. Donc, ça prend une organisation de l'environnement, ça prend des identifications de statut, ça prend des mesures préventives, ça prend la formation spécifique, tout ça, on connaît déjà, et que le contrôle en cours de fabrication on doit être capable de définir ses objectifs, pourquoi on fait ça et pour qui, comment on doit le faire, identifier les points de contrôle etc., etc. Donc, est-ce que ça prend des contrôles physiques? Est-ce que ça prend des contrôles chimiques? Est-ce que ça prend des contrôles microbiologiques? Est-ce que ça prend des contrôles environnementaux? Donc, c'est sûr que si vous faites du stérile, vous êtes capable de tout contrôler, là, les particules au niveau de l'air, au niveau de l'environnement, la pression au niveau des salles. Euh, pour le contrôle microbiologique, on doit aller voir au niveau de la stérilité du produit. Si on travaille de façon aseptique, on doit être capable de contrôler la biocharge, c'est-à-dire la charge microbiologique au niveau du produit, mais au niveau de l'environnement aussi, etc., etc., etc. Donc, c'est très exigeant, c'est très complexe, oui, mais c'est ce qu'on fait pour assurer, pour produire les produits biologiques, les stériles, les vaccins, etc., etc. C'est comme ça que les entreprises sont structurées, mettre en place des éléments pour pouvoir faire ce genre de fabrication. Vous voyez? Donc, eux aussi, ça prend une réconciliation des rendements. Évidemment, lorsqu'on part, euh, lorsqu'on va partir donc d'un produit A qui a une certaine quantité et qu'on arrive à un produit B avec une telle quantité, on va pouvoir voir c'est quoi les pertes. C'est comme Avogadro, hein, ceux qui sont chimistes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le même principe qui est appliqué aussi aux produits pharmaceutiques. Il y a rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, lorsqu'on fait la réconciliation, on doit être capable d'avoir au moins, selon les limites qu'on s'est fixées, 100% de rendement ou alors 99, 98% de rendement ou alors 90% de rendement. Ça dépend des procédés. Chaque procédé est différent, donc on va être capable de déterminer quel sera le rendement de notre procédé si nous mettons en place tous les contrôles, okay, tous les contrôles en cours en, contrôle en cours de fabrication. C'est ça qui va déterminer si on a un bon rendement de production ou pas. Vous voyez? Donc, lorsqu'on prend le schéma ici, on peut dire qu'on veut contrôler la pression, on veut contrôler euh, la, la ventilation, la vitesse, etc. On veut contrôler, bon, nommer-les, etc., etc. Et à la fin, on fait le bilan pour voir si on est bon ou pas. Donc, c'est ça, ça veut dire. Et ensuite, euh, évidemment, ça serait trop facile s'il n'y a pas des problèmes ou des déviations, etc., etc. Donc, ou des non-conformités. Des fois, il peut y avoir des non-conformités, il peut y avoir des déviations, il peut y avoir
que ben, on a fait ci, fait ça et on n'a pas eu plutôt le résultat escompté. Donc, il faut être capable de l'expliquer, d'élaborer la cause, de gérer cette déviation-là pour que ça ne revienne pas ou alors pour éviter d'être non conforme à notre fabrication. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on met en place au niveau de la production et contrôle en cours de fabrication. Des éléments essentiels aussi donc, des bonnes pratiques de fabrication. Donc, une maîtrise rigoureuse donc, de la production et des contrôles en cours de fabrication constitue un élément déterminant pour assurer la qualité des médicaments fabriqués en Afrique, l'adaptation des pratiques internationales au contexte local, tout en maintenant l'intégrité des principes fondamentaux des BPF, vont permettre de développer une industrie pharmaceutique. Vous voyez, donc c'est comme ça que je le vois. Ce qui nous amène au principe 7, activités qui sont externalisées. Ici, le gros, c'est un gros mot, c'est juste la sous-traitance. Hein. Donc, des fois, les industries pharmaceutiques ne font pas tout elles-mêmes. Elles vont sous-traiter une partie de la production. Donc, c'est tout à fait normal. Mais dans ce cas-là, il est essentiel que on ait aussi des directives au niveau de la qualité à ce propos. Donc, ce principe traite essentiellement de la gestion des opérations confiées à des tiers, donc des sous-traitances, tout en maintenant la conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, ce principe est principalement important dans le contexte africain, dans notre contexte à nous, où la sous-traitance peut représenter une solution stratégique face à certaines contraintes. Donc, on sait que beaucoup d'industries pharmaceutiques en Afrique vont peut-être, dans certains cas, acheter les produits vrac de l'extérieur et faire le packaging ou le conditionnement en Afrique. Ça peut être ça. Ou alors, on peut sous-traiter carrément notre packaging ailleurs, etc. Ou même à l'intérieur d'un même pays, on peut avoir de la sous-traitance, on peut confier une partie de nos activités à une autre entreprise, etc. Mais tout en gardant donc tous les principes de bonne pratique de fabrication en place, donc tout en se conformant aux bonnes pratiques de fabrication. C'est important, on ne peut pas tout faire, c'est vrai, mais ça prend de la collaboration ou de la sous-traitance des autres entreprises. Donc, c'est pour ça que ça serait très important ici de voir que pour faire ce genre d'activité, ça prend des contrats et des cahiers de charges. On doit savoir exactement ce qu'on donne en sous-traitance. Ça prend aussi des audits des sous-traitants. Il faut aller voir si le sous-traitant est capable de faire le travail et si le sous-traitant a toutes les structures en place pour pouvoir faire le travail. Donc, c'est important de s'assurer que le sous-traitant se conforme aux bonnes pratiques de fabrication ou si le sous-traitant a une licence quelconque pour faire ce genre d'activité. Vous voyez, donc, il ne faut pas donner les yeux fermés l'activité au sous-traitant. Donc, ça prend euh, euh, des audits, des inspections, etc. Ça prend même la qualification aussi. Comme les fournisseurs, on l'a vu tantôt, les fournisseurs doivent être qualifiés, les sous-traitants aussi doivent être qualifiés. Donc, pour pouvoir faire des activités pharmaceutiques à notre unité. Donc, de la communication efficace, des soft skills, c'est important de développer une bonne relation d'affaires, passe toujours par une bonne communication de toute façon, entre autres. Et en fait, la responsabilité ici doit être partagée, évidemment. C'est pour ça qu'on parle de contrat. Donc, avec le contrat, on peut gérer facilement les, les activités et le cahier de charges. Et en plus d'une bonne communication, je crois que le tour est joué. On a un partenaire fiable avec qui on peut faire affaire. Donc, euh, les activités en sous-traitance, euh,
Ben oui, ça prend une gestion efficace hein, de ces activités, ce qui va permettre aux industries pharmaceutiques d'accélérer leur développement de toute façon, tout en assurant la qualité de leurs produits. En d'autres termes, la sous-traitance, c'est une bonne chose si on est capable de le faire. Sinon, on produit tout soi-même. Donc, voilà. Principe 8, réclamation et rappel de produits. Évidemment, je sais que dans les pays occidentaux et puis nord-américains, les réclamations, c'est sûr qu'il peut y en avoir, il y en a des fois. Et puis les agences de réglementation pharmaceutique sont à pied d'œuvre pour faire des vérifications au niveau de tous les produits qui sont mis sur le marché. Et ils se donnent le pouvoir de faire des rappels, de retirer les produits donc, du marché. C'est leur obligation, c'est leur prérogative. Donc, mais l'entreprise elle-même peut faire ça aussi. Si vous faites une fabrication et que vous avez mis le produit sur le marché et que, bon, 2 jours, 3 jours, même un mois plus tard, vous voyez que le produit n'est pas conforme, donc vous pouvez vous-même retirer le produit du marché. Donc, faut pas laisser un produit non conforme sur le marché. C'est ça, ça veut dire. En fait, ce principe va couvrir la gestion des réclamations et des procédures de rappel des produits. Donc, élément essentiel des bonnes pratiques de fabrication. Cela va garantir que tout problème signalé concernant la qualité des médicaments est traité de manière appropriée et que les mesures correctives efficaces sont mises en place pour protéger la santé publique. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est un élément essentiel donc, au niveau des BPF. Euh, c'est vrai que cette réclamation et rappel va couvrir, en d'autres termes, euh, les systèmes de traitement des réclamations, comment est-ce que ça se passe. Pour ce faire, on a besoin d'avoir une procédure en place qui décrit comment est-ce qu'on gère les rappels, comment est-ce qu'on gère les réclamations, comment est-ce qu'on gère les plaintes. OK? Tout ça font partie d'un ensemble. Donc, avant une réclamation, peut-être une plainte, peut-être euh, des données recueillies sur le marché, donc des commentaires des consommateurs qui disent, ah, mais oui, j'ai pris ce médicament, j'ai eu tant, 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 tant. Ça, au niveau des effets secondaires, on va voir ça aussi au niveau de la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance des médicaments post-commercialisation. Ce sont des éléments essentiels qu'il faut mettre dans le système qualité de son entreprise. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait partie des lois et règlements au niveau de la fabrication pharmaceutique. Euh, il sera important de voir ici les procédures de rappel adaptées aux infrastructures locales. Il est important aussi de voir comment on va communiquer tout ça aux autorités. Et après, on nous demande de faire des exercices de simulation de rappel. OK? Donc, c'est important. De toute façon, c'est dans les bonnes pratiques de fabrication, on ne peut pas y échapper et c'est audité aussi par les agences de réglementation. Donc, on doit suivre, faire les rappels, faire l'exercice de rappel annuellement chaque année. On déroule le scénario pour s'assurer que ça marche. OK? C'est comme en santé, sécurité, on fait des rappels, exercices de rappel, etc., etc. Ce sont des éléments très importants aussi à noter à ce niveau-là et que euh, la mise en œuvre efficace de ce principe avec les ressources limitées est essentielle pour garantir la sécurité des patients et maintenir la confiance dans les produits pharmaceutiques fabriqués. Donc, c'est très important de le faire. Comme je l'ai dit, ce sont des principes qui sont interliés. Donc, ici aussi, c'est chapeauté par l'assurance qualité ou le département qualité qui va mettre en place l'ensemble des politiques, manuels, procédures, non, mais les formulaires d'enregistrement, des plaintes, des réclamations, communiquer avec le plaignant, communiquer avec l'agence de réglementation, communiquer avec tout le monde, même les départements de production à l'interne, puisque la qualité n'est pas censée tout savoir.
la qualité va faire enquête au niveau des contrôles qualité, au niveau de la production pour savoir ce qui s'est passé. Peut-être ça va aller au niveau du fournisseur de la matière première. Donc, on peut questionner le fournisseur de la matière première. On peut aussi questionner ici le produit en sous-traitance, questionner le produit en sous-traitance pour savoir, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un problème qui est survenu, etc. Donc, tout ça fait partie donc de ce que nous appelons investigation des causes fondamentales donc, qui ont entraîné la non-conformité ou la plainte ou la réclamation. Ce qui nous amène donc à parler du principe 9, auto-inspection et audit qualité. Donc, auto-inspection, audit qualité, on doit ici s'assurer que notre système est toujours en vigueur et se déroule bien. Donc, ce principe 9 qui concerne les auto-inspections et l'audit qualité, c'est qui sont des mécanismes d'évaluation interne essentiels pour garantir la conformité réglementaire et l'amélioration continue, vont être documentés à s'assurer par le système qualité aussi, parce que c'est le système qualité qui va tout chapeauter finalement. Donc, ces principes vont permettre à l'entreprise pharmaceutique d'identifier proactivement les écarts par rapport au BPF et de mettre en place des actions correctives avant qu'ils n'impactent la qualité des produits ou ne soient relevés lors des inspections réglementaires. Donc, on se fait, ça peut être fait par une tierce partie, hein, donc qualifiée. On peut sous-traiter l'auto-inspection aussi. C'est sûr que surtout inspecter en pharmaceutique, c'est parce qu'on veut prévenir, on veut être proactif, on veut déceler les problèmes à l'avance, avant que les autorités réglementaires ne viennent. C'est pour ça qu'on fait l'exercice d'auto-inspection, audit qualité, pour voir si on est en conformité avec la réglementation, tout simplement. Donc, c'est un exercice qui se fait de façon annuelle dans toutes les entreprises pharmaceutiques de ce nom et pour garantir qu'on respecte bien les bonnes pratiques de fabrication. Euh, donc, souvent, euh, on va dire que euh, on va dire qu'on a en place un programme d'audit interne sous le gouverne du système qualité. Donc, avoir un programme d'audit interne ou d'audit qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit dans un document la façon dont on veut, la façon dont on veut, la façon dont on veut faire le truc, la façon dont on veut faire l'audit qualité. OK, c'est ça, ça veut dire. Donc, c'est important euh, d'avoir ça par écrit. De toute façon, toutes les activités pharmaceutiques sont par écrit, sous forme de procédure, parce qu'on ne veut pas déroger ou décaler donc, du principe. Donc, c'est important d'avoir le programme. Ensuite, ça prend un suivi au niveau des actions. Donc, lorsqu'on a un programme qu'on déroule, est-ce qu'on trouve des non-conformités? Il faut être capable de mettre en place des actions correctives qui sont généralement des CAPA, donc CAPA. Donc, corrective, c'est en anglais, corrective action, preventive action. Mais en français, c'est action corrective ou action préventive. Ça peut être aussi des mesures correctives ou des mesures préventives. Donc, ça dépend de la terminologie des uns et des autres. Donc, c'est tout un processus en soi aussi, un processus qualité qu'on met en place pour assurer donc, le suivi des CAPA, des mises en place des systèmes, pas des systèmes, mais des actions correctives et des actions préventives. Vous voyez? Ensuite, ça va nous prendre des indicateurs de performance. Évidemment, on veut savoir si on performe bien ou pas. Donc, ça peut être par exemple le nombre de CAPA par inspection. Bon, si vous avez 10 et que ça tombe à 1, c'est que ben, vous avez réduit considérablement le nombre de non-conformités et que vous êtes plus performant. Donc, c'est ça, ça veut dire les indicateurs de performance. Après,
évidemment, il faut se préparer aux inspections réglementaires. Le but aussi, c'est de se préparer aux inspections réglementaires lorsqu'on fait un audit interne ou une inspection interne. Donc, ça permet de nous préparer, de nous armer pour l'inspection réglementaire elle-même. Vous voyez, donc c'est très important de le souligner ici pour nous, étant donné que c'est quand même le neuvième principe ici qui est dicté au niveau des BPF. Donc, euh, très important au niveau de la fabrication pharmaceutique. Un autre élément, le dixième principe, c'est le contrôle de qualité. Je sais que vous êtes familier avec ça. Donc, le contrôle qualité, c'est une composante fondamentale donc, du système qualité pharmaceutique. Il s'agit donc de l'ensemble des activités d'échantillonnage, d'analyse et de libération qui garantissent que les matières premières, les articles de conditionnement et les produits finis répondent aux spécifications établies avant leur utilisation ou mise sur le marché. Vous voyez? Donc, dans notre contexte à nous, ce principe revêt une importance, je dirais, capitale pour garantir la qualité des médicaments et lutter contre les produits non conformes et falsifiés. Vous voyez? Donc, le contrôle qualité dans certaines entreprises fait partie donc du département qualité en tant que tel. Parce qu'on a le département qualité et en dessous, on a l'assurance qualité et le contrôle qualité. Vous voyez? Donc, ils sont l'assurance qualité et le contrôle qualité font partie donc de l'ensemble du système qualité finalement. Donc, à ne pas confondre. Et ce que ça comprend, ce principe, euh, ben évidemment, ça prend un laboratoire de contrôle qualifié. OK? Euh, Si vous n'avez pas un laboratoire de contrôle qualité en place, vous pouvez sous-traiter toutes les analyses. OK? On a vu tantôt la sous-traitance. Donc, là aussi, il faut qualifier ce laboratoire comme les fournisseurs, comme les sous-traitants aussi. Donc, finalement, ça prend des contrats, ça prend une entente qualité, etc., etc., pour qualifier tout ce monde-là. Ensuite, ça prend des méthodes analytiques appropriées au contexte. Par exemple, si vous vendez du sucre, vous devez avoir des méthodes analytiques qui permettent d'analyser le sucre, etc., etc. Donc, pour déterminer la qualité du sucre par rapport à ses spécifications. C'est ça, ça veut dire. Ensuite, ça prend la stabilité, le programme de stabilité. Donc, selon la zone climatique ici, nous sommes en Afrique, donc zone climatique 3 et 4. Généralement, c'est ce qui est appliqué à notre zone humide, chaud et humide. Donc, c'est à savoir. On peut faire un live là-dessus pour expliquer un peu le programme général de stabilité. Donc, ça viendra. Ensuite, on doit avoir aussi la libération des lots par le pharmacien responsable, puisque ici, je précise que nous sommes en Afrique, donc dans la zone UEMOA. Donc, les produits pharmaceutiques sont libérés par le pharmacien responsable. OK? Donc, dans le contexte africain, un contrôle qualité efficace, même avec des ressources limitées, passe par une approche pragmatique basée sur l'analyse des risques, voyez, permettant d'allouer les risques au contrôle les plus critiques pour la qualité et la sécurité des médicaments. Cette stratégie permet de garantir un niveau de qualité acceptable tout en travaillant à l'amélioration progressive des capacités analytiques. Donc, voilà en bref ce que vous devez retenir au niveau du contrôle qualité. Donc, de façon générale, on dit le contrôle qualité s'occupe donc des produits donc, et des analyses. Donc, c'est ça. Et le système, et l'assurance qualité va s'occuper plutôt de tout le système qualité, donc, c'est-à-dire les processus, les procédures, et puis le manuel, politique qualité, etc., etc. Et puis la stratégie de qualité du système qualité qui soit implanté donc, dans l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, à ne pas confondre assurance qualité, contrôle qualité dans une entreprise pharmaceutique.
Principe 11, manutention, transport et distribution. Évidemment, lorsqu'on fait la production pharmaceutique, on a toujours des entrepôts, on manipule des produits pharmaceutiques, on fait déplacer ces produits-là d'un point A vers un point B, on va distribuer sur le marché, etc., etc. C'est pas parce que le produit est distribué que vous avez fini votre travail en tant que manufacturier d'un produit pharmaceutique. Non, 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 non. Dans le BPF, votre responsabilité va aller au-delà même de la distribution. Ça va jusqu'au consommateur. Vous êtes responsable du produit jusqu'au consommateur du produit. Ça va passer par différents processus, à savoir les audits, les inspections, le contrôle qualité, les plaintes, les réclamations et puis la pharmacovigilance. Qui parle de pharmacovigilance va parler des effets indésirables donc, du produit. Donc, tout ça, c'est le manufacturier, le propriétaire du médicament qui est responsable. OK? Donc, vous devez répondre en tout temps à toutes les réclamations qui proviennent du public ou du consommateur. Donc, avoir une politique, des procédures bien établies par rapport à la manutention, au transport et à la distribution, c'est très important ici. C'est ça qui va assurer donc la conformité ou l'intégrité des produits, du produit. Donc, tout au long de son cycle de vie, finalement. OK? Donc, important de le souligner. Alors, qu'est-ce que cela va comprendre pour vous? Évidemment, vous êtes tenu d'avoir en place un système de conditionnement assez précis en place. Si vous avez des produits qui doivent être réfrigérés, donc vous avez une chaîne de froid à mettre en place. Si c'est température ambiante, bon, vous devez s'assurer que ça rencontre les spécifications de température ambiante à travers des études de stabilité que l'entreprise a conduites sous les conditions de température et d'humidité ambiante. Vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Tout est documenté selon les exigences et les spécifications du produit. Après, bon, on doit être capable de qualifier nos, nos équipements et le transport parce qu'on ne veut pas qu'il y ait qu'un événement malheureux se produit au niveau du transport. Donc, on doit assurer une certaine reproductibilité au niveau du transport ou du canal ou le moyen de transport aussi. Ça, il va de la conformité du produit. Et donc, on doit être capable d'assurer la traçabilité. Donc, ça, c'est pour éviter la falsification, les fraudes au niveau des médicaments, etc., etc. Donc, assurer la traçabilité. Si le produit part d'un point A pour aller au point B, on doit être capable de suivre, de tracer ça, que ça arrive à bon port, donc jusque dans les officines. C'est ça. Et puis, lutter contre la falsification des médicaments, justement, comme je le disais. Donc, ce sont des éléments essentiels à mettre en place. C'est pas parce on vend le produit qu'on doit se détacher complètement. Dans les produits pharmaceutiques, ça ne marche pas comme ça. Je ne crois même pas que dans le domaine alimentaire, ça ne marche pas comme ça. On est toujours responsable des plaintes, des rappels et tout ce que ça peut euh, exiger. Donc, ce sont des éléments, et c'est pour ça que ça fait partie des principes essentiels, donc des bonnes pratiques de fabrication, parce que c'est un élément essentiel à ne pas mettre de côté, à surveiller et à mettre en pratique. C'est très important. Donc, je ne vais pas aller dans plus de détails avec ça, mais juste savoir que l'application rigoureuse de ce principe, même dans des conditions difficiles, est essentielle pour garantir que les médicaments conservent leur qualité et leur efficacité jusqu'au patient final, tout en contribuant donc à la santé publique donc, des populations. Donc voilà les éléments essentiels que contiennent ce principe-là. En 12, l'amélioration continue, je l'avais effleuré tantôt. Vous avez vu que tous ces éléments doivent être révisés, soit
périodiquement, soit annuellement, pour assurer leur conformité. Donc, le principe 12 des BPF concerne l'amélioration continue, élément fondamental d'un système qualité pharmaceutique moderne et efficace. Donc, ce principe représente l'engagement permettant, euh, permettant de s'assurer et d'évaluer le perfectionnement de ces processus, de ces méthodes et de ces systèmes. Donc, cela va garantir une qualité constante et croissante des produits pharmaceutiques. Dans le contexte qui nous intéresse, ce principe est particulièrement important car il permet d'optimiser l'utilisation des ressources, souvent limitées, tout en progressant vers l'excellence opérationnelle. Okay? Donc, euh, on ne va pas parler de l'excellence opérationnelle en détail aujourd'hui, mais sachez que l'amélioration continue, c'est un élément important au niveau donc, du système qualité et qu'on veut, à travers ça, un des éléments donc, de l'amélioration continue, ce sont les indicateurs de performance dont on a parlé plus tôt. Donc, pour faire de l'amélioration continue, il faut pouvoir avoir des indicateurs de performance en place, il faut avoir des mesures, des éléments à mesurer, OK? Parce que on se compare avec des éléments mesurables. Même si c'est dit, c'est pas pareil si c'est mesuré. Donc, c'est important de revoir périodiquement donc, le système qualité. Donc, l'amélioration continue doit nous permettre de mettre en place donc, un système de revue périodique de la qualité des produits. OK? C'est très important. Donc, on doit être capable d'analyser les tendances et identifier les opportunités d'amélioration. Donc, cela va passer par un système de gestion de changement. Il faut être capable à changer. Ah oui, pour rappel, prenez aussi note que lorsqu'on a vu le système de gestion de la qualité et ses éléments, donc il y a le système de changement qui fait aussi partie des processus de système de gestion de la qualité. Ne pas même la revue qualité, finalement, tout ça là, c'est lié, on le sait, mais il faut toujours le préciser lorsqu'on met notre système qualité en place, penser à tous ces éléments-là. Donc, il va y avoir un suivi des indicateurs, une revue de la direction et puis culture proactive d'identification et résolution des problèmes. Donc, ce sont les éléments essentiels qui vont sous-tendre donc le processus d'amélioration continue parce qu'on ne veut pas tomber justement dans une non-conformité et puis voilà, perdre sa licence ou alors avoir des produits non conformes sur le marché. Donc, on doit être capable de s'améliorer de façon permanente. Donc, culture qualité, transfert de technologie, ce sont des éléments à cultiver, à mettre en place. Et ici aussi, c'est tout un emploi en soi, c'est toute une profession en soi. Donc, c'est pas laissé au hasard, puisque l'amélioration continue finalement va travailler avec toute l'usine pour mettre en place des processus d'amélioration et de résolution de problèmes et de culture qualité afin de s'assurer que le produit est continuellement de bonne qualité. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on peut revenir plus en détail dans un autre direct, mais sachez que pour mettre en œuvre euh, des pratiques de documentation essentielles, euh, il faut donc des procédures de qualité, ça prend la gestion des CAPA, ça prend les procédures de revue de direction, ça prend un système de suivi de ces indicateurs-là, ça prend un plan d'amélioration annuel, et des formulaires de suggestions, d'amélioration, etc., etc. Donc, ce sont des éléments qui viennent se greffer sur l'ensemble des principes qu'on a énoncés et de tout faisant partie donc de systèmes de qualité et BPF que nous voulons mettre en place pour notre unité de fabrication. Donc, euh, euh, vous n'êtes pas sans savoir que l'amélioration continue est un élément fondamental
euh, que je qualifie d'approche. C'est le plan do check act. C'est ce fameux, la roue de Deming. La roue de Deming, euh, c'est une approche qui permet de dérouler le système qualité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça plan do check act. Plan, c'est planifier, donc identifier les problèmes et planifier les améliorations à mettre en place. Ensuite, do, c'est faire, mettre en œuvre les actions définies. OK? Euh, Check, c'est vérifier. Donc, vérifier l'efficacité des actions qui sont mises en place. OK? Et après, act, c'est standardiser. Donc, les améliorations ou ajuster l'approche selon le principe de procédure de changement euh, de contrôle de changement, je veux dire, les procédures de contrôle de changement. Donc, ce sont les principes fondamentaux donc, de l'amélioration continue. Donc, c'est plan, do, check, act. Donc, identifier, mettre, vérifier et standardiser. Euh, Vous avez ça en place et vous suivez le PDCA, comme ce nom l'indique en anglais, et vous êtes bon. OK? Donc, il y a d'autres approches aussi, d'autres éléments qui entrent dans l'amélioration continue, comme le diagramme d'Ishikawa, le diagramme poisson, ou alors les 5M, 6M, les 5 pourquoi pour l'analyse des résolutions des problèmes, là, OK. Donc, il y a le brainstorming aussi qu'on peut faire rapidement. Donc, il y a tous ces éléments-là. Bon, il y en a d'autres, hein, mais comme nous sommes dans une formation sommaire, on ne va pas aller dans les détails. Donc, mais sachez que l'amélioration continue, appliquée de manière pragmatique et adoptée au contexte africain, constitue un levier puissant pour renforcer progressivement les systèmes qualité pharmaceutique tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Vous voyez? Donc, elle va nous permettre également de développer une culture qualité durable et de favoriser les compétences locales dans une dynamique positive de progrès. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'amélioration continue. On pourra y revenir avec un webinaire dédié donc à l'amélioration continue pour parcourir les différentes approches, les techniques donc de résolution de problèmes, les techniques d'identification, oui, d'investigation plutôt des causes des problèmes, etc., etc. Donc, c'est un domaine aussi passionnant qui soit greffé dans le monde moderne au système de bonnes pratiques de fabrication. Parce qu'on veut continuellement s'améliorer et améliorer la qualité du produit, etc., etc. Donc, c'est très important d'avoir ces éléments en place qui vont nous permettre de le faire. Alors, on arrive pratiquement à la fin donc, de ce live, mais je vais quand même faire véhiculer ces messages clés généraux, donc qui sont des points forts donc, des 12 principes essentiels des BPF pour l'industrie pharmaceutique en Afrique. C'est important. Ici, j'ai mis donc d'autres pages Facebook, donc Afrique des biopharmaceutiques, où nous postons régulièrement euh, des articles, des événements qui sont liés au continent africain. Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller faire un tour. C'est sur LinkedIn, Afrique des pharmaceutiques, LinkedIn page. OK? Donc, c'est juste une information que je voulais balancer à travers ça. Donc, en résumé, nous avons voir que les 12 principes essentiels donc, des BPF vont nous permettre de mettre en place donc une approche adaptative donc des bonnes pratiques de fabrication. Donc cela veut dire que l'application des BPF nécessite un équilibre entre conformité réglementaire stricte et adaptation aux réalités locales. Donc c'est très important parce qu'on doit naviguer à travers les ressources, les infrastructures, le climat, etc., etc. Donc ça prend une adaptation une flexibilité à ce niveau-là.
C'est vrai, les lois sont là pour être respectées, mais en même temps, on doit être capable de naviguer, d'adapter nos façons de faire par rapport à la réalité du terrain. OK? Deuxième point, priorisation basée sur les risques. On doit être capable de prioriser nos activités. OK? Donc, face aux ressources limitées, hiérarchiser les efforts en fonction de l'impact potentiel sur la qualité du produit et la sécurité du patient. C'est ne pas oublier que c'est le patient en bout de ligne qu'on vise. On veut assurer la sécurité du patient, la conformité du produit et la conformité du procédé, okay? La robustesse du procédé. Donc, si on a ces trois éléments en vue, on doit être capable de prioriser nos façons de faire. Cette priorisation doit être basée sur le risque. C'est quoi le risque? Que le patient, en prenant nos médicaments, soit guéri ou soit anéanti complètement. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, et c'est ça qui va déterminer nos actions. Donc, étant donné qu'on ne peut pas tout faire, donc il faut documenter clairement ce qu'on veut faire et sur quelle base on se fie pour dire que ces choses-là doivent être faites. En fait, c'est ça la priorisation basée sur les risques. OK? Donc, ensuite, on va être capable de faire des développements progressifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faire un développement progressif, c'est mettre en place une démarche étape par étape, OK? Permettant d'améliorer graduellement le système qualité sans chercher à perfectionner l'immédiat. OK? Donc, on est en entreprise pharmaceutique. Lorsqu'il survient un problème, c'est sûr, il faut trouver une action corrective au problème. Mais l'action préventive doit être un développement progressif. Donc, on ne veut pas être parfait dans l'immédiat, mais on veut mettre de façon graduellement, on veut être parfait de façon graduelle. C'est comme une amélioration continue, quoi. D'ailleurs, c'est le but même de l'amélioration continue, être graduellement parfait. Un autre point que je voulais que vous reteniez, c'est des solutions innovantes et locales. Il faut être capable donc d'encourager les solutions créatives adaptées au contexte africain, plutôt que de simplement copier les modèles des pays industrialisés. Nous avons un contexte, nous avons un environnement, nous avons un climat assez dur, robuste, chaud, humide. Des fois, c'est sec même, chaud et sec. Donc, on doit être capable d'adapter euh, des éléments, ce qu'on copie même, des modèles, etc., à notre propre réalité. Oui, c'est bon de copier, mais en même temps, il faut tenir compte donc des conditions, des caractéristiques donc de l'environnement et puis de l'utilisation de tel ou tel modèle, ou, etc. Donc, il faut faire attention à cela. En 5, je voulais qu'il y ait une coopération régionale. Donc ça se passe déjà au niveau des instances organisationnelles, la CEDEAO, l'UEMOA, euh, l'UIA, etc., à travers l'AMA, c'est l'Agence des médicaments africaine. Donc, favoriser les échanges d'expériences et l'harmonisation des pratiques entre fabricants africains pour renforcer collectivement la qualité pharmaceutique du continent. Donc, ce sont les éléments que je crois que nous pouvons mettre en avant pour assurer un développement donc, de notre système de fabrication des médicaments. Et pour finir, donc, cette, ce live nous a permis de comprendre l'application des BPF et ses 12 principes. Euh, on a su que les BPF ne sont pas seulement des contraintes administratives, mais plutôt les BPF sont un outil stratégique pour développer une industrie pharmaceutique africaine compétitive et crédible. Donc, voilà les éléments essentiels que je voulais partager aujourd'hui. Donc, voilà, merci. Et puis, si vous avez des questions, je crois qu'on peut les prendre. Est-ce qu'on a encore là du temps? Je crois que oui. Sinon, voilà.
je vais vous dire merci beaucoup. Merci d'avoir consacré votre temps aujourd'hui pour ce webinaire. Je sais que c'est 1er mai aujourd'hui pour certains, c'est la fête du travail. Mais bonne fête de travail à tous et à toutes. Ceux qui fêtent le 1er mai, la fête du travail aujourd'hui. En Amérique du Nord, c'est en septembre la fête du travail. Le 1er mai n'est pas considéré comme une fête du travail en Amérique du Nord. C'est juste une information que je voulais partager aux autres. Donc, ça, je crois que c'est en Europe, en France, en Afrique qu'on fête 1er mai, fête du travail. Mais en Amérique du Nord, je crois que c'est la première semaine du mois de septembre, le 6 septembre ou 7, dans ces zones-là, il y aura la fête du travail. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bref. Euh, donc, bonne fête du travail à vous tous et à vous toutes. Et merci d'avoir suivi ce live avec nous. Voilà. Pour information, nous profitons de cette occasion pour vous dire que prochain atelier de techniques de production pharmaceutique se tiendra à Lomé au Togo les 29, 30, 31 octobre 2025. Et ça nous ferait plaisir de vous voir parmi nous, de vous compter euh, parmi nous. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonne journée à ceux qui nous suivent dans d'autres fuseaux horaires. Et c'est le matin. Et bon après-midi, bonne fin de soirée pour d'autres. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.